Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Uniquement les histoires mystiques, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, on poste tous les jours sur DMG TV, YouTube, à 12h00. On a une deuxième chaîne qui est DMG TV, histoire mystique exclusive, où on poste tous les 15h une histoire. Nous avons une troisième chaîne qui est DMG TV Backup au cas où la première chaîne se perd parce qu'on a perdu une chaîne une fois et on a décidé de faire une chaîne Backup où on poste tous les 13h30 une nouvelle vidéo. Nous avons aussi DMG Production où on réalise des courts-métrages parfois inspirés des histoires mystiques que nous écoutons sur la page. Je vous invite à vous abonner à DMG Production sur YouTube. Donc tapez seulement DMG Production ou alors regardez dans la description, vous allez voir le lien DMG Production, cliquez dessus, abonnez-vous là-bas. Il y a plusieurs courts-métrages que nous avons tournés, plus de 10 déjà que nous avons tournés. Et on poste là-bas tous les lundis à 17h. Tous les lundis, 17h, nous postons une nouvelle vidéo, un nouveau court-métrage, un nouveau film. Voilà. Donc, nous allons écouter les histoires d'aujourd'hui. S'il vous plaît, likez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Likez, ça ne coûte rien. Laissez un like. Merci. Écoutons la première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille. Je reviens une fois de plus avec une autre histoire, celle d'aujourd'hui. Et cette histoire s'était passée dans les années 90 dans un pays de l'Afrique centrale. J'étais collégienne à cette époque et cette histoire avait vraiment chauffé. On avait eu tous peur, mais bon. Alors, d'après ce qu'on nous avait raconté, c'était une jeune fille de ma génération certainement, parce qu'elle était aussi au collège. Elle sortait avec un monsieur très âgé, qui est un monsieur très influent dans le temps. Et ce monsieur la mettait vraiment à l'aise financièrement. Elle avait tout ce dont elle avait besoin. Mais seulement le monsieur n'avait pas des relations intimes normales avec elle. À chaque fois qu'elle avait ses menstrues, ce monsieur demandait à ce qu'elle le lui dise afin que lui ne prenne que par sa bouche le sang qui sortait d'elle, quoi. C'était à chaque fois ça. Jusqu'au jour où il lui avait offert un collier en or massif que lui-même avait mis autour de son cou. Et cette fille était dans son école, elle était très connue comme la fille la plus riche. Vous savez comment les enfants réfléchissent, les collégiens, tout ça, parce que voilà, c'est elle qui invitait à chaque fois ses camarades à la cantine, dans les petits restos de l'école et tout et tout. Donc elle était très, très appréciée, très enviée des autres sans savoir ce qu'elle vivait vraiment. Quand elle avait eu le cadeau du collier, elle avait commencé à dépérir. Malgré tout ce qu'il lui donnait, elle maigrissait, personne ne comprenait pourquoi. Jusqu'au jour où elle était tombée, mais vraiment malade. Alors ses parents n'ont pas compris parce que quand ils l'emmènent à l'hôpital, ils ne voyaient rien, aucune anomalie, une grande maladie qui puisse la faire maigrir autant. Elle était vraiment déjà presque squelettique. Malgré que le monsieur la mettait à l'aise, tout ça, non, ça ne tenait plus. Ils se sont donc penchés du côté tradition. Ils l'ont emmené chez un grand féticheur qui, au moment de la consulter, le monsieur a demandé à ce qu'elle enlève le collier qui était autour de son cou. Et puisque le monsieur avait allumé un grand feu, elle était avec sa mère et le monsieur a demandé à ce qu'elle enlève le collier qui était autour de son cou et qu'elle jette ce collier dans le feu de bois qu'il avait allumé. La maman de cette fille a enlevé le collier autour du cou de la fille. Elle a jeté le collier dans le feu et dès qu'elle avait jeté le collier dans le feu, le collier était devenu un grand serpent. Et c'est en ce moment-là que ce serpent avait brûlé. Le monsieur a dit que c'est ce monsieur qui a mis le serpent autour du cou de la fille pour
lui aspirer ses énergies, lui aspirer ses chances pour qu'après, lorsqu'elle mourra, que lui, il va devenir riche, quoi. Non, c'est ça l'histoire. Désolée de la manière à laquelle je l'ai raconté. Je suis un peu fatiguée. Je viens de rentrer du travail. Je vous remercie. Bonne écoute à tous et merci beaucoup DMG. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonsoir encore une fois de plus. Bonsoir à tous. Je viens une fois de plus raconter une histoire mystique, mais celle-là, c'est une histoire vraiment personnelle. J'ai hésité de la raconter, voilà, mais je vais la raconter. Je tiens déjà à dire que ici, je ne demande pas à quelqu'un de me croire. Je vais juste raconter mon vécu. Voilà. C'était en 2013, voilà. J'étais en deuxième année universitaire à Yaoundé. Je préfère taire le nom de l'université. Je préfère parce que de toutes les façons, peut-être ceux qui sont restés là-bas sauront de quoi je parle, je sais pas. Mais j'ai une amie, juste aujourd'hui nous sommes amis, une amie avec qui on a fait le lycée. Nous avons eu le bac ensemble. Ceci dit, nous avons décidé d'aller à l'université ensemble. Je vais nommer l'amie peut-être Sissi, voilà, pour que le soir je me retrouve. Je vais nommer l'amie Sissi. Bon, Sissi et moi, nous avons décidé d'aller à l'université. Voilà, nos mamans, dans la première année, tout s'est bien passé. Bon, c'était dur, c'était difficile parce que nos mamans n'avaient pas d'argent. Elles se battaient, les deux faisaient le même travail d'ailleurs. Bon, elles ont décidé tout ensemble parce qu'on nous a montré, on nous a dit qu'il y avait les cités universitaires. Et on a eu un petit réseau là, comme quoi on ne donnait pas grand chose, mais on avait notre chambre. Nous avons pris une chambre à deux. Le premier semestre, tout se passait bien. Donc pas le premier semestre, je peux dire peut-être les 3-4 premiers mois, tout se passait bien. Voilà, on avait commencé dans une chambre. On a été obligé d'être délogés parce que les vrais propriétaires devraient y entrer. On allait nous loger dans une autre cité, juste à côté de celle où nous avons commencé. Nous sommes donc allés là-bas. Moi donc, la deuxième année universitaire, là, je tombe enceinte. Tomber enceinte donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de prendre la chambre pour que je ne marche pas trop. Mais cela ne m'empêchait pas que j'aille en famille. Je partais chez un oncle qui priait beaucoup à l'époque. Beaucoup. Il dormait, respirait, priait. Ce qui fait que j'ai pris goût. Bon, voilà ce qui se passe. On part, on nous loge là-bas. La première nuit, je ne peux pas vous mentir, nous avons bien dormi. La deuxième nuit, il y avait comme si on écrasait les condiments sur la pierre écrasée. Nous sommes tous africains, on connaît le bruit là. Toute la nuit, à partir de 21h, le bruit commençait. On va écraser comme ça, là, jusqu'à peut-être 23h. Ce qui fait que d'autres personnes ne dormaient pas, et tout. On se regarde que le bâtiment où on est venu nous lancer là, c'est quel genre de bâtiment? Ah, moi j'ai dit à mon ami Assisi que bon, comme tu vois là, moi je veux pas trop y penser. Nous sommes venus ici en singleton, chacun sait comment il marche. Je ne dois rien à personne ne me doit quelque chose. Moi, je dis, je remets tout entre les mains de Dieu. Je dis que mais cela n'empêche, parce que quand il y a souvent les nouvelles proies comme ça, là, on aime déranger les nouvelles proies. Nous sommes tous d'accord, on a tout vu dans les films. Elle me dit, tu as raison. Moi, donc, je suis vraiment dans la prière. Moi, le bâtiment, là, ne m'inspirait pas vraiment. Mon ventre poussait. Je décide donc d'aller en famille. Donc, il y avait les week-ends, je partais chez mon oncle, le petit frère à ma mère, et elle est restée. Elle me dit, quand je reviens peut-être après un week-end, elle me dit, qu'est-ce que tu sais que il y a les chats. Les chats, comme si un chat qui vient pleurer vers la fenêtre. J'ai dit que nous sommes juste au 3e niveau. Le chat l'a fait comment pour arriver au niveau de la fenêtre? Elle me dit, maman, quand je reste ici, j'ai peur. Je ne me sens pas en sécurité ici dans le nouveau bâtiment. J'ai dit que moi, je n'ai pas peur. Tant qu'il y a Dieu là, moi, je ne veux pas réfléchir. Et je continue, je répète, je ne dois rien à personne. On ne se doit rien. Donc, faites vos micmacs là, que ça reste là-bas entre vous. Moi, je ne suis pas là. Elle me dit, toi, tu es trop confiante. Je dis que non, c'est pas comme ça. C'est pas une question de confiance. Parce que moi, on m'a appris que même quand tu tamponnes un fantôme en route, tu parles. Tu ne vas pas te déranger. Tu parles, tu dis qu'on n'a pas un rendez-vous, tu continues ta route.
Tu ne le regardes pas, tu dis seulement que je veux passer, je suis seulement en train de rentrer chez moi. Je veux passer. Il dit que, oh. Après, moi, comme je partais chez mon oncle, il me donnait souvent de l'huile bénite, l'eau bénie. Il me dit que bon, comme avec ton état là, tu sais pas qui tu côtoies et tout. Il faut toujours, de temps en temps, tu nettoies sur toi, ou bien tu mets dans ton huile. Je dis que oui, tonton, je vais le faire. Moi, c'est ce que je faisais. Je ne blaguais pas avec, parce que mon état, on connaît tous que la femme enceinte, c'est-à-dire, on appelle ça, c'est comme, elle est juteuse pour ces gens-là. Un jour, voilà où les vraies choses commencent. Un jour, nous sommes en train de dormir parce qu'on était fatigués. Parce que vous vous rendez compte que les bruits persistaient, que le chef, parce qu'on avait une personne, le chef des étudiants, qui commandait peut-être notre palier par exemple. C'était aussi associé avec le concierge et d'autres personnes. Parce que nous n'étions pas les seuls à se plaindre. C'est comme si on écrasait les condiments sur tous les toits. Du premier au dernier niveau. Les gens se plaignaient toujours. Un jour, dans la nuit, j'ai dormi là-bas. Avant, on s'est lavé. On a dit qu'il faut qu'on dorme. Moi, quand je me suis lavé, j'ai pris mon huile bénite, j'ai fouetté sur mon ventre, fouetté sur tout mon... Je me suis oint quoi. Quand je finis de me oindre, j'ai dit à ma copine que tu ne pries pas. Elle me dit qu'elle est fatiguée. J'ai dit ok, dors alors. Il n'y a pas de souci. Me voilà qui peut aussi dormir. Je vais rappeler que nos chambres, la chambre universitaire, c'est 2 lits avec... il y avait des petites toilettes où on se lavait, qui séparaient nos 2 côtés. Voilà, c'est chacun à son côté, mais il y avait des toilettes là quelque part là. C'est ça qui séparait nos 2 lits. L'espace là qu'on avait fait toilette, ça séparait nos 2 lits. Petit truc, quand même bien là. Dans la nuit, la femme enceinte avait les urines. Je me réveille. En fait, ce sont des bruits qui m'ont réveillé. Je suis comme une réunion, je sais pas, comme vous savez quand les gens font la ronde avec les incantations là, en fait c'est l'impression que j'ai eue, c'est ce que j'ai eu à entendre. J'ai dit oh, d'accord. Je me suis agenouillée, je me suis mise à prier comme on m'avait appris. J'ai pris mon huile bénite, je me suis encore oint à nouveau jusqu'à oindre le ventre. J'ai fini, je fais mon signe de croix. J'ai dit que je m'avais fait pipi maintenant. Quand j'entre, parce que les toilettes étaient séparées avec des rideaux de toilette. Donc elle, son rideau de toilette n'était pas tiré, c'était ouvert. Il fait que je la voyais dormir. Ainsi que mon rideau à moi. Nous étions là, nous sommes comme des sœurs, hein, juste aujourd'hui. Donc c'est pas quelqu'un dont je me méfie, ou bien je me méfiais même. Pendant que je vais, donc je me mets à pisser, à faire pipi sur. La fille DMJ, la fille se lève de son lit. Vous connaissez, les lits étaient comme les lits des militaires. La fille se lève de son lit, vous voyez comme dans les films nigériens. D'un coup, vous savez quand, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas comment je peux expliquer ça. Ce n'est pas que tu tords le corps pour prendre appui, non. D'un coup, femme, avec le sommeil, elle avance vers moi avec la main, vous savez quand tu formes la main pour venir étrangler quelqu'un, voilà. Elle avait les yeux fermés, j'ai dit mais c'est pas possible. Quand elle s'approche vers moi, j'avais encore la main oint d'huile bénite, je l'ai giflé, c'est-à-dire, je n'ai même pas hésité, j'ai giflé fort. Désolée, l'histoire sera un peu longue. J'ai giflé très fort. Elle a fait aïe, elle est repartie comme elle est venue, elle s'est endormie. Le matin, je me suis réveillée la première. Je suis repartie dormir. Rien n'était, j'ai dit que Seigneur, je te remets cette nuit. C'est toi seul qui est mon maître. Personne d'autre. Je me suis couchée. Sans peu rien. Le matin, je me réveille. La fille, tu sais quand t'as manipulé dans la nuit, la fille est fâchée. Elle attache la bouche parce qu'on avait décidé de quitter le bâtiment là parce que ça n'allait plus. La fille est fâchée, elle arrange ses choses, elle arrange ses choses, elle arrange ses choses, elle arrange ses habits. Elle arrange ses habits, elle arrange ses habits. Après fait aïe, j'ai dit il y a quoi?
Elle m'avait pas salué depuis de la journée. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, ma main me fait mal. J'ai dit, ta main te fait mal. J'ai dit, elle dit que, tu sais ce qui s'est passé cette nuit? Elle me dit, non, je lui explique. Si un jour elle tombe sur l'histoire-ci, elle va témoigner. Je lui explique que voilà. Elle s'est mise à grelotter comme ça. Elle dit, non, n'aie pas peur, j'ai pas peur de toi. Ce n'est pas toi. Ça peut pas être toi. On se connaît depuis les années. C'est-à-dire, je te soupçonne même pas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. On t'a utilisé parce que on t'a utilisé pour vouloir me faire du mal. C'est pas toi. Oh. La fille a fait ses bagages. T'as dit très vite. Elle me dit que si toi tu restais, reste. Moi, comme tu m'as encore dit ça là aujourd'hui là. Moi, je prends mes choses, j'avance, je m'en vais à Oudiache, ma tante rester. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Moi-même, comme tu parles, moi, mes valises sont faites depuis hier. Je vais seulement tirer. Je m'en vais à Mimbouman. Je suis mon oncle. N'est-ce pas qu'on parle? À Mimbouman encore, je ressens l'attaque. Le jour où j'arrive chez mon oncle, la nuit, je dors, je sens comme si on vient m'arrêter par derrière, c'est-à-dire avec une force qui n'a pas de nom. Je crie Jésus ne veut pas sortir. Je crie Jésus ne veut pas sortir. Après, je crie Jésus. Je me réveille, mais sans me réveiller. C'est pas comment expliquer. Je sais que je suis couchée, mais je ne me suis pas réveillée. Je ressens toujours cette force qui me presse par derrière. Je dis non. C'est comme ça qu'on vole les gens. Je ne peux pas permettre ça. Je me suis mise à prier dans le cœur. C'est ce que je me réveille, je me mets à prier. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Je dis donc à mon oncle, tu vois là, moi je vais rentrer chez ma mère. Je vais rentrer, je préfère taire le nom de la ville de ma mère. S'il vous plaît, ne me jetez pas la pierre. Je vais rentrer chez ma mère. Moi, l'histoire-ci, parce que le ciel, elle est chrétienne. J'arrive chez elle, elle m'amène le vin de prière, machin, tout. J'espère que le jour où j'arrive, j'avais une cousine, elle était mariée, s'est mariée avec un homme blanc. L'homme blanc a décidé de venir vivre au Cameroun. Donc, il nous avait fait comprendre que s'il savait que mes contractions commencent dans la nuit, qu'on l'appelle parce qu'il y avait une voiture, parce que la ville où on était, il y avait plus de motos, il n'y avait pas de taxi. Ça commence là, 3 ans on l'appelle. On dit que comme tu vois là, ça ne donne plus. Il faut qu'on amène la fille ici à l'hôpital. Il me dit que d'accord, il vient. Quand il me prend, il décide donc de prendre le raccourci vers la cathédrale. Il y a une cathédrale. Quand il prend le raccourci, on roule. Moi, on m'avait donné une prière depuis. La prière de Charlemagne. C'est pour les femmes qui accouchent. La prière de Charlemagne, j'ai dit à ma mère qu'avant de partir, je vais lire ma prière. Et ma prière, je vais avec elle, hein, je ne la laisse pas. Parce que avec toutes les séquences que moi j'ai eu à vivre là jusqu'ici, moi, je vais partir avec ma prière. Je ne peux pas laisser ma prière. Quand les contractions me prennent, je me tords comme je peux me tordre. Quand ça me lâche, je lis ma prière. Ça reprend, je me tords comme il faut que je me torde correctement et bien. Quand ça me lâche, je prends ma prière, je lis. N'est-ce pas qu'on roule? On roule. Arrivé, on a traversé, avant d'arriver à la cathédrale, avant de tourner à la cathédrale, parce que après la cathédrale, ça donnait à l'hôpital. Je sais que vous connaissez que il y a les blancs qui ne connaissent, qui ne croient même pas aux choses, aux histoires comme ça. N'est-ce pas qu'on avance? Quand il met plein phare, on voit, on a mis les phares sur une canne. Elle était habillée en rouge. J'ai dit bien, croyez-moi si vous voulez. Mais j'ai dit bien, si mes proches tombent sur cette vidéo, ils vont témoigner. La dame avait un bâton, avait les écorces sur ça, les coris, les bâtons habillés avec les tissus rouges, noirs, et même elle avait les pains, comme dans les films nigériens, là, t'as dit, typiquement. Elle s'arrête avec son bâton, elle ouvre les yeux comme pour nous intimider. Elle croyait qu'on devait céder à la panique, quoi. Maman, le blanc a fermé sa bouche. Il a continué à rouler comme si rien n'était. On tourne vers la cathédrale. Derrière la cathédrale, on arrive derrière la cathédrale, ça donne au dos de l'hôpital. Donc, derrière l'hôpital, il y a la morgue. Ce que le blanc dit, s'il tombe sur ça, peut-être il viendra témoigner. Il dit, tu sais, on ne va pas t'amener ici, tu ne viendras pas ici. Parce que ce qu'on a vu en route là, je n'ai jamais vu ça. Si on m'avait dit, j'allais dire que non, c'est faux. Tu ne viendras pas ici. Non. C'est quelle histoire? L'Afrique, c'est un mystère. Il roule. Après que j'arrive, ma mère ne m'a pas donné les trucs traditionnels pour que l'enfant sorte. J'arrive sur la table, l'enfant ne sort pas. Je dis, mais c'est quelle histoire? Une dame est partie. Elle part.
La dame que j'avais trouvée de garde cette nuit, elle est rentrée le matin. Elle est rentrée autour nous sommes arrivés à 3 heures, elle est rentrée autour de 5 heures. Elle me dit, qu'est-ce qu'on t'a donné? Comme j'ai dit, on m'a donné les trucs que je dois. Elle dit que, mais je connais ça, mais comment se fait-il que on le... C'est quoi? Ma mère là-bas, elle prie. Moi-même, ma prière de changement, si je laissais ça. Quand ça me tourne là, je vais me tordre, pleurer, crier, tout. Mais quand ça me laisse, je prends ma prière, je lis avec toute la fatigue, même étant fatiguée, je lisais ma prière. Après, on a tout fait, ma mère a commencé à prier. C'est à 10 heures, j'étais sur la table de 3 à 10 heures du matin que les dames là décident que bon, on va faire, je chuchote, puis elle coupe ma chaîne, l'enfant sort, elle ne respirait même plus. On essaie quand même de sauver l'enfant et tout. Je dis au docteur, jeune docteur qui était là, mais docteur, je ne retrouve pas ma prière. Il dit, de quelle prière tu parles? Et je dis, docteur, j'avais une prière sur moi. Une fille dit que oui, j'étais vu avec un papier. Je dis, oui, c'est la prière, vous ne m'aviez pas vu ça. Elle dit, non, on ne voit pas. J'ai dit, docteur, c'est toi qui balais le sol là, ce n'est pas le sol. Il me dit, non, toi, tu sors d'un truc difficile comme ça là, toi, tu penses. Il dit, oui, ma prière ou la prière DMG, la prière avait disparu. Jusqu'aujourd'hui, on sait pour la prière, elle est partie. Je pense que c'est ma prière qui m'avait aussi sauvé. Parce que je pense que ma prière m'avait sauvé. Juste aujourd'hui, ma prière a disparu. Et mon enfant, elle s'est à la ligne des salons. Elle est tombée malade. Ça, c'est que la dame qui m'avait accueilli vient autour de 8 heures. Elle vient du coup à l'enfant qu'on a fait accoucher ici. C'est comme tu sais, il y a certaines femmes qui voient certaines choses. Je pense qu'elle avait vu passer. Elle est revenue le matin exprès. Elle ne travaille pas. Elle est venue me chercher. La petite fille, elle est où? Elle est où? C'était autour de 2014 comme ça. Elle est où? Elle dit, ah, tu es là? J'ai dit oui. L'enfant, elle voit comment l'enfant a les difficultés à respirer. C'est-à-dire la poitrine était là gonflée. Je me demandais que l'enfant sert à quoi. C'est elle qui vient qui me dit que ton enfant est en train de partir. Demande à ce qu'on te mette les sons dans cet enfant, sinon elle ne va pas atteindre 18 heures. Comme la femme est partie, elle n'est plus revenue. Elle n'était pas de garde, je dis bien. Combien l'enfant, juste aujourd'hui, l'enfant, ça va par la grâce de Dieu. Ceci pour dire aux femmes enceintes, chères femmes, chères filles, chères sœurs, s'il vous plaît, ne baissez jamais la garde lorsque vous attendez un enfant. Vous êtes comme une proie juteuse pour ces gens-là. Tu ne sais pas ce qu'on va te prendre. Et même les balades nocturnes, là, il faut éviter ça. Restez en prière quand on est enceinte. Je sais qu'à 80% des femmes qui partent, peut-être, celles-là, il y a au moins 50% qui ne sont pas parties du mort naturel. Donc, restons en prière quand on est enceinte. C'est mon histoire que j'ai vécue. C'est mon histoire. Je ne sais pas ce qu'on voulait me faire. Pourquoi. Mais c'est mon histoire à moi. Restons toujours dans la prière. La prière que vous voyez là. Surtout quand on est enceinte. Surtout qu'on attend un heureux événement. Même si ce n'est pas l'enfant. Ça dépend. Combien de fois on a vu des gens mourir après le mariage? Combien de fois on a vu des gens mourir avant le mariage? Hein? Combien? La prière. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la troisième histoire. Bonsoir DMG. Alors, l'histoire que je viens de raconter, c'est l'histoire d'une dame. Une dame qui malheureusement est entrée dans la sorcellerie. Et cette dame-là, elle avait un fils unique. Elle avait un seul garçon qu'elle aimait beaucoup. Elle aimait beaucoup son enfant. Du coup, elle a tout fait pour envoyer cet enfant-là en Europe. Et l'enfant, il a fait de grandes études là-bas, il a réussi. Tout. Elle envoie son enfant là-bas. Donc, la dame, dans le camp de la sorcellerie où elle était, quand c'était à elle son tour de donner quelqu'un là, elle donnait soit les enfants de ses frères et sœurs, soit de l'argent. Oui, parce que dans la sorcellerie là, quand tu sais que tu ne peux pas donner quelqu'un, tu peux donner de l'argent. Voilà pourquoi vous allez voir certains sorciers, ils n'ont jamais rien, ils sont toujours malheureux en fait, parce que ils donnent l'argent qu'ils gagnent là dans la sorcellerie. Donc, quand il s'agissait de donner quelqu'un, elle donnait soit de l'argent, soit un membre de la famille. Mais elle ne voulait pas qu'on touche à son fils. Et dans le camp de la sorcellerie où elle était là-bas, là, quand c'est au moment de partager la viande, elle voulait toujours avoir la tête. Vous voyez. Donc, c'est ainsi que les gens de la confrérie, ses collègues de la confrérie l'ont remarqué.
Je dis à toi, là, quand il s'agit de donner quelqu'un, là, toi, tu donnes toujours un membre de ta famille. Mais et ton fils qui est là-bas, là, et ton fils là, nous, on a besoin de lui. Que la prochaine fois que tu vas envoyer quelqu'un là, il faut que tu nous envoies ton fils. Elle a dit ok. Donc c'est comme ça, elle a continué à manger la tête des autres, des autres. Elle a continué à manger la tête. Et c'était maintenant à son tour d'envoyer quelqu'un. Donc elle voulait encore donner de l'argent. On lui a dit non, non, non. Que cette fois-ci là, nous on veut que tu nous envoies ton fils. Ton fils qui est en Europe là, c'est lui qu'on veut. Donc soit tu nous envoies ton fils, soit nous-mêmes on te prend. Il faut choisir. C'est là elle a voulu parler, elle a tout fait pour pouvoir dissuader. On dit non, 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 non. Faut envoyer ton fils. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? La nuit, elle prend son vol, puis son vol de son avion mystique, bien sûr. Elle atterrit chez son fils là-bas, la nuit. Quand son fils la voit dans la maison, il dit, mais maman, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, non, que j'ai pris le vol pour venir te voir, pour venir t'expliquer quelque chose. Elle dit, mais tu pouvais m'appeler au téléphone pour m'expliquer? Et elle dit, non, que ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer au téléphone. Il dit, mais il y a quoi? C'est là maintenant, elle va expliquer à son fils que elle est sorcière depuis 10 ans. Et chaque fois qu'il s'agissait de donner quelqu'un, elle donnait soit de l'argent, soit les enfants de ses frères et sœurs. Et que cette fois-ci-là, ses amis de la confrérie là sont fâchés. Ils disent que elle n'a qu'à forcément envoyer son fils. Donc comme elle veut pas, voilà pourquoi elle est venue le voir, pour que les deux puissent mettre en place un plan. Parce que, voilà, elle veut se débarrasser d'eux. Donc, il faut qu'ils mettent un plan en place. Donc, c'est là que mon fils demande, mais qu'est-ce que toi tu proposes? Elle dit que dans 3 jours, à partir d'aujourd'hui, tu comptes 1, 2. Le 3e jour à minuit, ils vont venir te chercher. Et ils vont venir sous forme de cafard. Ils vont passer par la porte d'entrée. Et que il faut que tu prépares de l'essence et une boîte d'allumettes. Que à partir de minuit, dès qu'il est minuit net, tu vas voir qu'il y a un cafard qui va entrer. Que le premier cafard qui entre là, c'est moi. Tu ne me fais rien. Mais les autres cafards qui vont entrer là, dès qu'ils entrent net, tu verses de l'essence sur eux et tu les brûles. Donc son fils, il a dit d'accord, elle est partie. Effectivement, 1, 2, 3e jour à minuit, il était assis au salon. En même temps, il regarde en bas, voici, comment on appelle, voici cafard qui entre. Donc quand le premier cafard est entré net, il avait un bocal en main. Il a pris le cafard, il l'a mis dans le bocal. Quand le deuxième cafard est entré, il a pris le deuxième cafard, il l'a mis dans le bocal. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les 12 cafards là, il les attrape pour les mettre dans le bocal. Parce que sa maman lui a dit qu'ils seront 12 à venir. Donc elle a pris, il a réussi à mettre tous les 12 cafards dans le bocal. Il a versé de l'essence dans le bocal. Il a allumé et il a brûlé tous les cafards. Ainsi que sa maman, il a tout brûlé. Tous les cafards, il a tout brûlé. Donc le lendemain, très tôt, son portable sonne et on l'appelle pour lui dire que sa maman est gravement brûlée. Et qu'elle est tellement brûlée qu'ils ont besoin d'argent pour la soigner. Il a dit ok, il a fermé son téléphone. Ils l'ont appelé, ça passait pas et c'est ainsi que sa mère est décédée. Et le lendemain, tous les autres là, les autres membres de la sorcellerie là, ils sont tous morts. Donc c'est ainsi que le jeune il a été délivré de la mère ainsi que des autres. Donc voilà, moi je n'ai pas trop de moralité à donner. Vous à votre place, vous pensez que quoi? Que le jeune il a bien fait ou il a mal fait? Qu'est-ce que vous en dites? Il a mal fait ou il a bien fait? Parce que moi je trouve qu'il a bien fait. Parce que moi si c'était moi, dès que ma mère vient m'annoncer qu'elle est sorcière et que elle est à l'origine de plusieurs décès, alors là c'est sans pitié. Hein. C'est sans pitié. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors merci beaucoup, c'est très gentil. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 4e histoire. T'expliquer une histoire, genre, par rapport à la dame qui était paresseuse et puis son enfant est mort à cause de la paresse là. Que le petit avant de mourir, il a dit les noms. Maintenant, dans la cour là, il y avait un tonton marabout qui était dans notre cour là. Le tonton, c'est la même maison là, même comme vous disiez, les gens entraient coucher en bois aussi. Le tonton c'était un marabout, il consultait et tout. Les gens venaient le voir dans sa maison là. Nous on rentrait par lui donner, nous envoyons par les payer les trucs, l'eau, les sucres, les trucs comme ça, nous envoyons par les payer. Donc nous on rentrait chez lui souvent. Chez lui là, non, ces gens entraient coucher. Et puis il y a un rideau comme ça. Genre c'est un rideau là qui a sa chambre. Et puis l'autre côté là, là-bas il consulte, il a les fétiches, les trucs là-bas. Donc il y a des personnes qui venaient voir le tonton là. Chic, genre les chic tata là, ils venaient consulter chez lui. Donc j'ai une tante qui est venue là-bas un jour là. Une chic tante, elle travaille à l'aéroport de chez nous en Côte d'Ivoire. Une chic tata, elle venait garer sa voiture comme ça. Bien chic, quand tu vois la tante là, mais elle glottit sans que c'est une tata, chic tata. Elle avait des enfants, mais nous on savait pas ça trop. Mais quand elle venait rire avec tout le monde, elle causait nous, les enfants ça va. Une chic tante chouette là. Souvent quand elle s'en va là, elle peut nous donner les 1000 francs, les 2, souvent nous envoyer par les payer les trucs de sacrifice là. Les laits, les colas là, elle nous envoyait par les payer. Donc quand tu viens donner ce truc, elle peut te donner les 1000 francs, les 2000. On voyait la tata là venait partir. La tata là venait partir. Un bon jour DMG. La tata là venait partir. Déjà le monsieur là, il a taché la femme là. Changé son cerveau. De toute façon, elle venait chez le monsieur, elle partait. Elle venait habiter là-bas. Il a mélangé sa tête. On appelle ça comme. Il a fait fétiche et il a envoûté au fait. Il a envoûté la dame là. La dame là-bas, elle est venue un bon jour, elle est venue consulter. La tante là n'est plus partie, elle est assise sur le banc là devant la porte là. C'est dans ça, 1 mois, 2 mois, 3 mois. La tante là, elle est là-bas. Elle va plus au travail. Voiture là, on ne sait pas où voiture est partie. Elle a laissé sa famille, son mari, ses enfants, tout. Elle est venue s'asseoir dans la maison en bois là. Nous. On a une chic tata de Cocody. Quand on dit Cocody, ceux qui sont à Abidjan là, ils connaissent. La dame, elle est dans la maison en bois là, le monsieur, elle ne bouge plus. C'est comme ça la tata elle est restée là-bas. Quand on dit 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, la tata elle est là-bas. Elle a 6 ans en bas dans le galage. Elle dort chez le monsieur là. Et puis c'est rideau là, c'est derrière le rideau là qu'elle est chômée. De l'autre côté là, c'est coin de consultation. C'est comme ça la tata elle est restée là-bas. Quand un bon jour, sa famille est venue. Et c'est la tata elle a fait 3 ans comme ça. Après 3 ans, sa famille est venue, ses enfants sont venus, ça a menti de pleurer. Tu as fait quoi mon enfant? Genre, ils l'ont cherché. Elle n'avait même plus bon téléphone. Il dit c'était Jomolo qui était dans la main de la tante là. Elle n'a plus de téléphone. Elle l'a changé de puce. Elle a donné son téléphone au tonton. Le tonton a les vrais téléphones. Elle met la petite Nokia dans sa main. Nous, on est choqués de la tante. Elle n'a plus rien. Elle a un pain. Elle a un pain. C'est un pain. Elle attache. Après, elle allait payer un autre boubou. C'est boubou là. Qu'elle attache le pain là. Elle enlève le pain là. Quand elle porte le boubou, elle enlève le pain. Elle lave. Elle sèche ses potes, un pain, un body, c'est ce qu'il a dans la portée. Et qu'elle a fait 6 ans chez le tonton. Dans ça, est-ce que ça a duré? Ça n'a pas trop duré. Quand sa famille est venue la chercher, puis elle a refusé de partir, elle dit, je suis chez mon mari, je ne vais pas. On est chez ton mari depuis quand? Ton mari est là-bas, les enfants sont en train de pleurer. Maman logé à la maison. Elle dit, elle va pas, puisque sa famille l'a cherché pendant des années, elle a fait 6 ans dans notre cour. Sa famille l'a cherché, qu'ils sont venus un jour la trouver dans le quartier précaire, elle est nous là-bas. Il dit, sa maman pleure, ses frères, ses soeurs même pleurent. Tu fais quoi ici? Tu fais que c'est quelle maison ça là? C'est quelle vie ça là? Elle dit qu'elle est chez son mari, elle n'est pas partie. Le marabout est assis dans la maison là-bas. Il l'a insulté bien. Il a là-bas répondu, mais il a poussé. Il dit, prenez vos filles, allez-y. Elle dit, je vais pas. Il dit, moi je ne l'ai pas attrapé. C'est elle-même qui est venue là. Moi je ne l'ai pas attrapé. Déjà, il a fait fétiche sur la dame là. Il est mort. Quand la famille du gars, la femme est venue, ça n'a pas trop duré. On dit 6 mois comme ça, un truc comme ça, le tonton est mort. Quand le tonton est mort, ça n'a pas duré, la tante aussi est morte. Elle a suivi comme ça. C'est comme ça la tante est morte aussi. Donc là, moi je vais dire, la moralité de l'histoire, c'est les maraboutages, beaucoup de maraboutages. Un bon jour, tu vas passer chez un marabout là.
il serait amoureux de toi là, il va t'envoûter, tu vas rester, tu n'as rien compris. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu cherches là-bas. La tante est morte comme ça facilement, elle a laissé sa famille, son mari. Peut-être qu'elle venait régler ses problèmes. D'un problème, elle, mais elle a eu problème. Elle est partie vivre là-bas. Donc, la moralité de l'histoire, c'est que les histoires des marabouts, là, ça ne paye pas. On monte en descend, c'est Dieu qui est toujours au contrôle. Donc, DMG, c'est un peu mon histoire qui est là. Donc, partagez, likez, pour donner plus de force au mouvement. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 5e histoire. Bonjour, bonsoir DMG, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Vraiment, DMG, je suis désolée que je fais ce voice et puis je le supprime. En fait, j'ai un peu honte. Tout comme ce jour, j'ai eu presque honte. Le cœur de mon âme a eu honte devant Dieu. Après tout ce que j'écoute dans cette chaîne, je ne savais pas que je pouvais être encore conduit, mais franchement, j'ai eu honte, mais je m'en veux pas trop parce que je ne pouvais pas imaginer. Sauf que cela m'a encore lavé la tête après tout ce que j'écoute dans cette chaîne, à comprendre que franchement, l'apparence est très trompeuse. L'habit ne fait pas le moine. C'est vrai que c'est toujours pas l'habit qu'on reconnaît le moine. J'ai fait ce voice il y a 1 mois, le jour même que je l'ai subi. Et après quelques heures, je l'ai supprimé. Aujourd'hui en journée, je l'ai encore supprimé, vraiment. Mais là, je crois que c'est pas trop bien. Il faut que je le raconte afin que ça serve de leçon à quelqu'un d'autre. DMG, c'est une petite histoire que j'ai vécue ce 30 septembre, dont j'avais fait le voice dans la nuit de ce 30. Et puis le premier, dès le matin, je l'ai resupprimé. Et il savait qu'au mois de juillet, comme ça, je fais la connaissance, fin juillet, je fais la connaissance d'un gars comme ça. Moi, je suis camerounaise et le gars est nigérien. Et ce jour, franchement, moi, que c'est vraiment compliqué que quelqu'un m'accoste comme ça au supermarché, comme ce jour. Et que je réponds et que jusqu'à ce que je donne mon numéro, c'est vraiment un peu compliqué que ce soit de cette manière. Généralement, si je fais connaissance d'une personne depuis que je suis en Europe, soit c'est dans les anniversaires, les mariages, donc quelque chose qui a été un peu, j'ai un événement où on a changé avec un groupe d'amis, où on me l'a présenté. Donc, c'est comme ça qu'on sympathisait. Un gars physiquement beau, propre, vraiment attirant. Il m'avait donné son âge. Il ne faisait même pas son âge parce qu'il m'a demandé de deviner. Moi, je n'avais pas pu deviner. Et pourtant, je rate pas souvent sur les trucs comme ça. Et on se changeait. Il m'a invité, il m'a demandé à venir une fois chez moi. Après peut-être 2 semaines, lui, il est venu. On a bu un verre chez moi et il m'a demandé de passer aussi chez lui si je voulais. Bon, je lui ai dit pas tout de suite, c'est pas nécessaire parce que je me disais un mec qui vit seul, parce qu'il m'avait dit qu'il vient de comment on appelle le pays là, du Cap-Vert, qu'il a vécu longtemps là-bas, il a épousé une femme de là-bas, donc voilà, il vient d'arriver en France et tout, donc bon, je me disais, s'il n'est pas avec sa famille, si je vais chez lui, tout de suite, il va vouloir les trucs. Donc, il vaut mieux que je prenne d'abord le temps de mieux le connaître. Et c'est comme ça, 2 fois, il m'invitait à prendre un café et tout. Et on parlait tout le temps, matin, soir, midi, appel vidéo parfois et tout. 2 fois, il est chez lui, chez moi. Voilà, ainsi de suite. Voilà, un jour, bon, je me suis dit, bon, j'ai déjà vraiment assez changé avec lui, j'ai déjà pris un pot avec lui plusieurs fois, il est venu chez moi aussi, on a parlé, donc peut-être que pourquoi pas que j'aille aussi connaître le chez lui. C'est vrai que cette période, quand je décide d'aller chez lui, il me dit qu'il va bientôt déménager parce que cette maison, c'est loin de ses frères, ses compatriotes, donc il voulait un peu se rapprocher de là où il y a des gens avec qui il peut se fréquenter facilement, que là-bas, il est isolé dans ce quartier, dans ce département. Voilà, bon, je décide un matin où je ne travaille pas d'aller là-bas. Voilà, j'arrive et je lui demande, j'avais pas déjeuné chez moi parce qu'il fallait que j'arrive un peu tôt, donc j'ai préféré aller comme ça.
Après, il me dit, il me propose à manger. Il y avait les sauces faites déjà mises dans le frigo. Je lui demande, mais qui a préparé? Il me dit, c'est lui-même. Et j'ai vu un bon poulet dans leur sauce qu'on appelle égoussi. Il m'a fait une bonne semoule là, ce que nous on appelle le foufou au pays. Et j'ai mangé, pendant que je mangeais, il m'a ouvert un vin blanc, je mangeais, on dialoguait. Et il me dit, je dis, ah, le poulet là, franchement, il est très bon, mais ça, c'est des poulets un peu chers. C'est pas comme nos poulets durs qu'on vend un peu de partout. Là, il me dit, oui, ça, c'est que c'est lui-même, il achète le poulet vivant, il égorge. Et puis, il prépare, qu'il n'achète pas le poulet égorgé. Je dis, ah, mais c'est une bonne idée. Et il me dit, même hier, j'ai acheté un poulet, je l'ai déprimé ici, et puis je l'ai égorgé, j'ai déprimé, j'ai nettoyé, il est au frigo. C'est comme ça que je fais toujours. Je dis, ah, ok. Je finis de manger. Après, il s'assoit près de moi. Après, vous connaissez un homme que, voilà, et qui côtoie une fille déjà, ça faisait déjà 2 mois environ, bien 2 mois, je sais pas, 2 mois, plus ou moins. Frère, c'est vrai, j'avais aussi envie, mais j'étais un peu hésitant. Pourquoi? Parce que depuis le mois de octobre passé, j'avais décidé même franchement que parce que je fais souvent là que parfois je reste longtemps, et après une relation, après je retombe peut-être après 1 mois, 9 mois, 1 an, 9 mois dans les bras d'un autre, croyant que c'est lui qui après lui aussi ça sera plus. Donc j'avais décidé que franchement maintenant si je ne trouve pas le mari, je vais rester comme ça. Voilà ce que j'avais décidé. Même voilà, en côtoyant quelqu'un, je suis partie retomber dans le piège et le plus mauvais piège. Il me propose à ce qu'on passe se reposer et tout. Franchement, je dis non. Je sais de dire non. Il me dit, voilà, il va sortir. Est-ce que je vais rester l'attendre ou bien... Je dis, bon, il n'y a pas de souci. Je peux rester t'attendre. Comme demain, je travaille l'après-midi. Donc, j'ai pas de souci peut-être à rester ici avec toi jusqu'à rentrer demain. Bon. Il a insisté. J'avais aussi envie, mais bon, il y avait un petit bon. Après, j'ai accepté. Nous voilà, on va dans la chambre. On va dans la chambre, mon frère. Il entre dans la chambre. Il n'allume pas la lumière. Entre dans la chambre, c'est du genre... la fenêtre n'était pas assez bonne, donc de manière... Parce qu'il était au rez-de-chaussée, vous voyez un peu. Et je lui dis, il est là-bas. Moi, il voit sa tête. Je dis que allume. Il dit, mais non, ça fait... Je dis, allume. Après, il allume. J'entre, je m'assois sur le lit. Après, je remarque qu'il y a un petit tapis rouge devant sa penderie, son gressine. Et le gressine, là, c'était du genre 2 battants coulissantes. Et le côté, il y avait des valises, des habits, des trucs pliés, des bijoux, tout. Donc, les 2 battants, en fait, étaient superposés sur un côté. Donc, le côté où il y avait des habits que je pouvais voir, c'était ouvert. Et l'autre côté était fermé. Et c'est là où c'était fermé qui avait le tapis. Je lui dis, mais c'est quoi ce tapis-là? Il me dit, c'est... Je lui dis que mais tu m'as dit que tu étais chrétienne. Pourquoi? Tu m'avais dit que tu étais chrétienne. Pourquoi ce tapis des musulmans rouges? Il me dit, non, c'est juste pour le travail. Que c'est rien d'autre. Je dis, ah, ok. Voilà, maintenant, quand on commence, lui prend soin de me décortiquer tout mon vêtement sur moi jusqu'aux chaussures. Et lui, il n'enlève pas tout de lui. Donc, même pour enfiler le truc là pour qu'on continue, pour enfiler le plastique pour qu'on continue, monsieur laisse son bermuda rouge sur lui. Après, bon, la couleur, ça m'avait pas trop dit quelque chose parce que je me suis dit, bon, c'est pas trop grave. C'est un sous-vêtement comme tout autre. Je lui dis, mais non, toi, tu m'as tout décortiqué, j'ai rien sur moi et toi, tu as encore pour toi, pourquoi? Ok, il enlève ça donc. Il fait une tête, après il enlève. On va jusqu'au bout. On va aux toilettes, on revient. Moi, je reviens la première parce que je prends ma vie, je reviens la première, je m'allonge sur le lit. Quand il vient, il est en train de prendre soin de lui. Je reviens, mais je mets quand même mon sous-vêtement et tout. Je vois, il prend 2 colis, 2 petits colliers qui étaient, l'autre était de marron foncé, l'autre blanc. Il ajoute sur un seul qui était sur son bras qui était rouge. Et
c'est que celui qui était rouge était quel collier? Vous connaissez dans tous les pays, il y a toujours les petits bijoux, surtout les pays d'Afrique, qui représentent la tradition de ce pays-là. C'est souvent, le plus souvent, peut-être une ethnie qui a ces colliers, mais tout le pays connaît que ça, c'est nos colliers, surtout quand nous sommes en occidentaux. Si moi je rencontre quelqu'un qui porte certains colliers de chez nous là, je comprendrai que celui-là est camerounais et tout et tout. Donc, ces colliers, je vois ça dans leurs films, je vois ça, j'ai côtoyé certaines filles nigériennes qui se sont mariées, donc j'ai vu ça dans leur mariage. Et sauf que pour eux, c'est souvent des gros. Voilà, des gros, parfois aussi avec des grosses perles et tout et tout. Mais là, j'ai remarqué que le petit collier là est rouge, est sur son bras et il prend les deux autres sur la penderie. Quelque part là-dedans, il ajoute. Je lui dis, mais pourquoi tu avais le rouge là avant et tu n'avais pas les deux autres avec ça? Il fait Africa Girls. Donc, il ne répond pas. Après-midi, moi j'ai mon maître ici là. Il vient ici tout le temps. Bon, parce que je me débrouille en anglais, mon faux anglais là, et lui, il parlait sa part, mais je comprends très bien. Il me dit, moi j'ai mon maître, il vient ici tout le temps. Je dis que quel maître? Il dit, si tu veux, je l'appelle. Tu vas voir, il va venir. Je dis, mais comment tu vas l'appeler, il va venir? Ah, tu dis ça pour me faire peur. Il me dit non. Il pousse dans les deux battants de la penderie vers là où tout ce que moi je voyais de ce côté. Dans l'autre côté que je ne voyais pas qui était fermé. C'est l'hôtel de... Donc quand il pousse les deux battants, je vois ce qu'il y a dans la penderie. Frères et sœurs. Vous voyez comment le cœur bat quand on se trouve devant un danger, même dans leur film là. Comment ça fait souvent, le son que même le film fait souvent. C'est ce que j'ai eu. Donc pendant que mon cœur battait comme ça en disant, mon cœur battait de peur lorsqu'il venait d'ouvrir la penderie. Avant même qu'il arrive à la fin, au bout des battants. Je me suis exclamé dans mon cœur que DMG TV. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'entends tous les jours. Peut-être j'ai eu à raconter aussi certaines histoires. Et c'est ce que je suis encore en train de vivre après une longue période que j'avais décidé de ne plus. Et qu'est-ce que je vois? Vous voyez les hôtels des grands marabouts, par exemple, même dans les films nigériens. Les statues, les crânes, avec du sang versé sur ça, un peu du sang même qui avait... sali l'intérieur de la penderie sur les murs. Et j'ai vu les plumes des poulets et tout. Donc l'hôtel rempli de toutes ces choses. Il a quand même pris la peine de mettre comme une bâche au sol à l'intérieur de la penderie. Il avait enlevé tout ce qui était comme étagère. Et dans tout le côté là, c'était le temple. Avec des bougies rouges, des bougies quoi. Et de certains cercles dedans. Le cœur de mon âme a eu honte face à ce piège dont je suis tombée. Et Dieu merci, je me rappelle lorsque j'étais entrée dans cette maison, comme d'habitude, parce que j'ai vécu un peu des choses bizarres ici, où je vais même rendre visite à une amie qui vient d'accoucher et je me retrouve aux urgences. Donc, cela a accentué mes trucs, ma façon d'être, que quand j'entre chez quelqu'un, je fais toujours une petite prière discrète. Et celle que je sais que c'est que j'aime trop la prière, j'aime trop les choses de Dieu, celle-là, je me cache pas de prier. Et quand j'étais entrée dans sa maison, non seulement quand je battais, j'avais mis ma Bible dans le sac. Et quand je sentais dans la maison, j'avais confié ma présence dans cette maison au Seigneur, discrètement, à voix basse, qu'il n'avait pas remarqué. Donc, quand il ouvre, il me dit, tu as vu? Je dis, ah bon? Il me dit, oui, c'est ça. Je dis, mais où est le maître? Donc, il me dit, mais si tu veux, je l'appelle, tu vas voir, il va apparaître. Il me dit, attends. Je dis, non, laisse tomber, c'est pas grave. Je te crois maintenant, je te crois. Il dit, attends. Il prend le briquet. Il claque le briquet, je crois 5 fois. Le briquet ne s'allume pas pour allumer la bougie. Qui va donc il voulait déjà allumer la bougie et appeler son maître là. La bougie, pendant qu'il est en train de claquer, clac, je me lève, je prends mes affaires, je prends mes chaussures, mes habits, je pars là-bas, je cours au salon pour m'asseoir.
Et quand je le traversais déjà, il avait déjà claqué, je crois, 4 fois, ça ne s'allumait pas. Il dit, Donc, il s'est exclamé de manière, ça lui surprend que le briquet ne s'allume pas. Je suis partie. Après, lui dit, non, viens, ne dérange pas ton truc. Viens, on reste ici. Il me dit, attends, j'ai pas fini. Lui aussi, il s'est habillé. Moi, je me suis habillée vite fait là-bas au salon. Il me dit, mais tu vas plus rester. Je dis, bon, en réalité, tu vois, comme aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Des fois, j'ai souvent d'autres choses à faire, mais je voulais laisser, mais c'est pas grave. Il va falloir que je rentre pour essayer de faire d'autres trucs que je fais souvent lorsque je travaille pas. Il me dit, ok. Je dis, mais la prochaine fois quand même, ou bien comme tu vas déménager dans l'autre maison, là, je pourrais venir ici, c'est plus la peine déjà que c'est loin. Il me dit, ok. Donc, et c'est là maintenant que je remarque que les rideaux du salon sont rouges. Les rideaux de la porte et de la fenêtre. Et même sur le canapé, 2 places qui étaient sur le salon, il y avait le couvre-canapé était rouge. C'est juste sur la salle à manger, la petite salle à manger qui était là, qui n'avait pas de rouge dessus. Et je lui dis, mais pourquoi il y a le rouge ici un peu partout? C'est là que je remarque vraiment que ce rouge qui était dans dans son temple là-bas, dans le temple qui est dans la penderie, c'est ce même rouge qui est partout ici au salon. Je dis, mais pourquoi les rideaux rouges? Il me dit, c'est ma couleur préférée. Je dis, ah, ok. Il me regarde, il me dit, tu as peur? Je dis, mais non. Il me dit, oui, je vois ça. Il me dit, mais il me redemande, est-ce que ça va? Je dis, oui, ça va très bien. Il m'a demandé, est-ce que ça va peut-être 6 fois. Après ça, il me dit, c'est ce que Dieu a, il me dit, c'est ce que Dieu a fait qu'on ne voit pas le cœur de l'homme, c'est vraiment fort. Et je lui dis que oui, même ton propre enfant que tu as accouché, tu ne peux pas le voir. Il me dit, en tout cas, mais tu sais maintenant qui je suis. Je dis, oui, je sais. Il me dit, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, avant qu'on aille dans la chambre, que je veux que cette date d'aujourd'hui, tu ne l'oublies jamais, parce qu'elle sera spéciale pour toi. Je dis, oui, je vois. Il me dit, et sache que si tu me quittes, je vais te tuer. Donc, il m'a fait ça en geste. Il me dit ça, il me dit en parole, si tu me quittes, je vais te... Donc, il a fait la main comme ça qu'il va me tuer. Je lui dis, tu ne vas pas me tuer au nom de Jésus. En anglais, toujours. Quand il lui dit, tu ne vas pas me tuer au nom de Jésus. Et il touchait quelque chose, il faisait quelque chose avec le regard sur ça, sur la salle à manger. Il a directement soulevé son regard, étant effrayé vers la fenêtre. Je suis restée tranquille, zen. On a fini, nous sommes sortis, nous sommes partis. Et il m'a fait chemin. Après, il était parti là où il partait parce que nos transports devaient se séparer en route. Au fait, ce jour, je suis arrivée, j'ai essayé de faire le voice. Je crois plus tard dans la nuit, je l'ai supprimé. Je me suis dit, il faut que j'attends un peu. Peut-être que il y aura des trucs qui vont se passer. Je ne sais pas comment sera mon sommeil des jours après, des semaines après. Non seulement je suis arrivée ce jour chez moi, c'est vrai que j'avais pris une douche là-bas, mais comme j'ai le sel, non, c'était même le sel, le sel original que j'ai toujours en cuisine. J'ai mélangé ça avec de l'huile bénie. Je me suis lavée normalement, je me suis relavée en prononçant des paroles que tout lien qui s'est fait entre lui et moi par rapport à ce rapport qu'on venait d'avoir, je l'annule, je coupe tout lien qui m'a lié à lui, à ses esprits. J'ai vraiment parlé. Avec le bain de l'eau que j'avais mis le sel et l'huile bénie. Et j'ai remis encore le sel une autre fois. J'ai plus dosé avec de l'huile. Et j'ai pris la poix que les femmes utilisent ou bien les enfants qu'on utilise. Moi, j'ai plutôt purgé ma partie intime en déclarant les paroles. Donc, je prenais ce taux tiède rempli de sel béni et de l'huile bénie. Je purgeais ma partie intime et je déclarais tout. C'est vrai que même si c'était protégé, mais protégé, voilà. Même si c'est protégé, quand c'est quelque chose de spirituel, même lorsque c'est protégé, on ne sait jamais. Je me suis déconnectée comme ça de tout lien qui pouvait être fait par cet rapport que j'avais eu avec lui. Et cette nuit, j'ai dormi, j'ai pas eu de cauchemar ni de rien. Rien. Et puis, ça fait 1 mois aujourd'hui que cela est passé. Bon, je rends simplement grâce à Dieu que
Et puis lui, je ne l'ai même pas bloqué tout de suite pour lui faire croire que j'avais eu peur, mais je l'appelais plus jamais. Je répondais à peine à ses messages jusqu'à ce que je le rappelais même pas. Deux fois, je le rappelais pas. Deux fois, je décroche. Il va, et puis je vais jouer à la comédie. Ouais, excuse-moi, oh baby, ceci, cela. Et pourtant, c'est parce que je ne veux pas lui montrer que j'ai eu peur. Et moi aussi, je devrais déménager de là où j'étais. Donc, je voulais que quand je vais déménager, il ne saura même pas où me trouver en dehors de comme il essaie de m'appeler. Donc, du coup, il a essayé de me joindre tout le temps, tout le temps. Il s'est lui-même fatigué. Et j'ai compris dès ce jour que lorsqu'on prend une maison, franchement, les gars, priez dans toutes les maisons que vous prenez, même si c'est la colocation. Parce que il est quitté de ce petit studio où, mais je parle de surtout nous qui sommes en Occident, parce qu'ici on vit beaucoup la colocation. Deux fois, il y a des pères de famille, des mères de famille ici qui sont en train de réaliser au pays, qui font des grandes choses, ils sont propriétaires au pays. Mais ici en Occident, ils vivent en colocation. Et il est quitté de son petit studio pour aller en colocation. La maison où il a pris, il m'a dit qu'ils étaient à 3. 2 autres nationalités et lui. Et dans ces trucs-là qu'il m'avait dit que j'ai vu son hôtel de son Dieu, que j'ai vu, il m'a dit c'est depuis, il a pris ça, que c'est ses parents, c'est son arrière-grand-parent qui utilisait ça. Et que maintenant, c'est à lui parce qu'ils utilisent ça de génération en génération. Il me dit comment il a traîné ça, oui, jusqu'au Cap-Vert, donc de son pays, d'autres pays, jusqu'au Cap-Vert, de Cap-Vert jusqu'ici. Donc, figurez-vous, le pouvoir magique et maléfique qu'il invoquait dans cette pandérie. Toi, autre personne qui reviendra dans cet appartement, dans ce studio, bien dans cette colocation, lorsqu'il va déménager aussi de là-bas. Tu viens, cette pandérie où on garde et on invoque les esprits. Tu viens, tu n'as pas prié, tu n'as pas sanctifié, tu n'as rien fait. Tu prends tes valises, tu mets dedans, tu prends tes vêtements, tu classes. Et toi qui étais une personne pleine d'énergie, pleine de bonheur, après tu ne commences même pas à comprendre comment ta nouvelle maison, maintenant quand tu sors de ta nouvelle maison pour aller au travail, on ne veut plus te voir. Tout le monde te déteste. Ton patron même seulement, non. Après peut-être 2 mois même, il te fout à la porte. La nouvelle maison. Parce que c'est une maison que celui qui habitait là a laissé les énergies très négatives. Et surtout l'endroit où tu gardes tes habits, tu gardes tes bijoux, tu gardes tout ce qui est précieux pour toi. C'est cet endroit qui était son hôtel. Franchement les gars. Deux fois... ici chez DMG TV, nous sommes bien avertis, mais il y a encore des choses qui nous échappent. C'est que les choses qui nous échappent, c'est que par exemple, nous les filles, lorsque vous faites les nouvelles rencontres, peut-être même les gars aussi, hein, et j'ai souvent cette habitude, vraiment, j'ai souvent ça, mais je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour, que j'ai pas pu le faire. Lorsque moi j'arrive chez un mec, j'ai tendance à lui dire de me présenter sa maison. Depuis des années, je vis comme ça. Et puis même si tu veux pas me présenter, moi-même je commence à marcher, j'allume, je regarde, je demande, je pose la question. Parce que bon, quand je commence à fouiller un peu partout pour voir comment est ta maison, là, généralement la personne me suit derrière. Et même chez les copines, hein. Quand j'ai une nouvelle amie ou bien une amie que j'ai pas vue longtemps, qui a sa nouvelle maison, maintenant qu'on s'est rencontrés, qui m'a permis de venir chez elle, peut-être boire un pot, manger quelque chose, j'ai tendance à vouloir. Et moi aussi, quand quelqu'un vient chez moi, je lui présente aussi la maison. Donc, mais ce jour, j'ai pas pu le faire. Parce que je crois que si j'avais fait comme je faisais avant, je devrais découvrir que dans cette maison, il y a une hôtel du maraboutage, de la sorcellerie, des pouvoirs maléfiques. Et puis, je ne devrais pas oser me coucher sur ce lit pour un sieste quelconque. J'ai eu honte du plus profond de moi, devant Dieu, devant toute cette prévention que j'ai déjà, mais j'ai pu vivre ça. Tout simplement parce que j'ai un peu laissé. J'ai même compris que le poulet que j'avais mangé là, le sang que j'avais vu sur l'autel, beaucoup du sang, du genre, et puis il y avait aussi le sang là sur les murs, même les murs de la penderie. Donc le poulet qu'il achète, c'est pour sacrifier à tout le temps le sang sur son autel. À
Donc, le jour un hôtel où on sacrifie déjà, je ne sais pas, le poulet, les chèvres, et on sacrifie aussi les humains là-bas d'une manière ou d'une autre. Même si c'est qu'on a en Europe. Même si c'est qu'il ne va pas égorger un humain comme ça pour mettre, mais il y a certainement une manière où il fait pour sacrifier le Dieu de son hôtel jusqu'à ce qu'il prend même le briquet pour vouloir allumer, pour me montrer, pour appeler son Dieu. Heureusement que moi, j'avais déjà présenté à Dieu discrètement ma présence dans cette maison. J'avais déjà pris sa maison en possession et en déclarant certaines paroles de prière lorsqu'il me faisait à manger. Donc, son briquet a refusé de s'allumer jusqu'à ce qu'on parte de là. Merci beaucoup et soyons encore prudents. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Bonjour DMG TV, bonjour à toute la communauté DMG TV. Voilà, je vais vous raconter une histoire. Voilà, qui se passe dans ma famille. J'ai un de mes grands qui a vécu, qui a côtoyé l'invisible, qui a touché du doigt. Voilà, ça se passe vers les années 80. Mon grand et son père. Voilà, mon grand fut l'aîné d'une famille et son père était un politicien à l'époque. Il occupait un très grand poste de responsabilité dans ce pays et son père avait détourné beaucoup d'argent, beaucoup de millions de francs CFA. Et voilà, on devait arrêter son père et tout. Avant que son père ne parte en prison, il a confié beaucoup d'argent à son premier fils, qui est mon grand. Beaucoup d'argent, il a dit à son premier fils, ça c'est l'argent que je te donne, tu gardes, mais bats-toi que je sorte de prison. Par tous les moyens, tu dois me faire sortir de prison. Donc voilà, on incarcère son père dans une maison d'arrêt de la place, et le grand a commencé à chercher les voies et moyens de le sortir de prison. Et une fois, il est allé rendre son père visite, peut-être 6 mois après. Son père son père l'oriente en fait. Son père lui dit qu'il y a dans une localité du pays, il y a un grand ganga qui peut faire des incantations pour que je sorte. Il est allé voir le ganga a travaillé, ça n'a pas marché. Il est allé voir un autre ganga, ils sont allés, il a beaucoup marché en tout cas. Ça ne marchait pas. Et il y a un Ouest africain qui l'oriente chez un grand magicien. Un grand magicien de ce pays. Et le gars va voir le magicien. Le magicien qui lui demande 5 millions pour le travail. 5 millions. Comme il avait l'argent, il a donné les 5 millions chez le magicien. Le magicien, avec le magicien, sont entendus qu'il devait se retrouver dans un cimetière de la place à minuit. Minuit pile. Il devait se retrouver dans un cimetière. Et ce qui a été fait, ils sont arrivés dans le cimetière. Ils sont arrivés au centre du cimetière. Au centre du cimetière. Et voilà, le magicien qui a commencé à faire ses incantations. Il était, je crois, minuit 30. Le magicien a fait ses incantations, des incantations. Et puis, paf! Il y a une lumière qui a jailli dans le ciel. C'était un hélicoptère. Donc, je ne sais pas si c'était physique ou mystique. En tout cas, lui-même, il ne savait pas. Un hélicoptère qui a commencé à descendre. Et paf! Il y a quelqu'un habillé en blanc qui est descendu de l'hélicoptère. Et le maître spirituel, le magicien, s'est approché de cet homme. Ils ont commencé à discuter et tout. Et l'hélicoptère est reparti. Dès que l'hélicoptère est reparti, le magicien qui dit à mon grand, là, de ce pas-là, j'ai déjà reçu le message. Il faut courir parce qu'on vient un peu de réveiller les esprits. Si on ne court pas là, quelque chose de mal peut nous arriver.
Donc ils ont commencé à courir dans les cimetières. Ils ont couru jusqu'au domicile du monsieur en question. Dès que j'arrive au domicile du magicien, le magicien s'est évanoui. Le magicien s'est évanoui peut-être pendant 30 minutes, 1 heure. Le gars croyait même que le magicien était mort. Et puis dès que le magicien s'est rétabli, il a dit au gars que demain à 12 heures, ton grand frère sortira et tout et tout. Et effectivement, dans la prison où était incarcéré le père de mon grand là, il y a quelqu'un, il y a un coup de fil haut placé qui a appelé le directeur de la prison pour ordonner la libération du monsieur. Un coup de fil de quelqu'un de haut placé du pays qui a appelé la direction de la prison pour libérer. Et demain, et le jour en question, à 12 heures, le papa du monsieur était libéré. Comme ça. Et l'affaire était classée sans suite. Donc pour vous dire que, en tout cas, le mysticisme en Afrique, ça existe. Et c'est pas une fiction, c'est vrai. Le mysticisme existe, le monde invisible existe. Voilà, donc c'était un peu ça ce que je voulais dire aujourd'hui. Et voilà, portez-vous bien. DMG, bonne journée et bonne continuation. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez un like, commentez, partagez. C'est pour sauver des vies. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le +237 655 81 90 17. Et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Les directs, c'est les mercredis et vendredis sur TikTok, DMG TV. Donc, ciao, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à DMG Productions, s'il vous plaît. Et laissez vos impressions en commentaire. Orientez-nous. Si vous avez des histoires que vous aimeriez que nous réalisons, mettez ça en commentaire et puis on va réaliser. D'accord, merci.